j'ai tout de suite commencé en disant que je ne suis pas chercheuse. Donc, moi, je n'ai pas fait de travail de recherche, je travaille dans une association qui s'appelle Garance. Et on fait un travail de terrain surtout sur la participation des femmes et des filles à la question des espaces publics et la réappropriation collective de l'espace public par les femmes et les filles. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, je ne sais pas, j'ai vu trois choses. Je vais essayer de faire les slides en même temps. Voilà. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Garance, on est effectivement une association qui existe depuis plus de 20 ans. Notre mandat, c'est la prévention primaire des violences basées sur le genre. La prévention primaire, c'est un terme un peu technique pour dire, mais c'est important, c'est pour dire qu'on agit sur tout ce qui empêche la violence d'arriver. Donc c'est pas de la sensibilisation, c'est pas de l'accompagnement de victimes de violences, c'est vraiment agir à la base, à la source, pour éviter que les violences n'apparaissent. Et donc c'est aussi important de le mentionner parce que la prévention primaire des violences, c'est le parent pauvre aussi de tout ce qui peut être mis en place dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà. Mais de façon générale, la lutte contre les violences faites aux femmes est trop peu investie. Donc la base de ce qu'on fait, c'est des formations préventives pour femmes, filles, seniors, femmes de plus de 55 ans. Donc formation préventive, en fait, on fait des stages d'autodéfense féministe. Voilà, dont je pourrais vous parler, dont on parle à d'autres occasions. Mais donc aujourd'hui, j'interviens surtout pour vous parler du projet Espace Public. Donc moi, j'ai été engagée à Garance il y a 4 ans, spécifiquement pour travailler sur ce projet qui existe depuis plus longtemps. Donc, il existe depuis... Attendez, excusez-moi. Donc, il existe depuis 2010 et c'est important aussi de dire, ben voilà, nous, notre angle d'attaque sur la question des espaces publics, sur la question de l'aménagement, sur la question de la participation des femmes et des filles dans les questions d'urbanisme, elle se fait par le biais de la prévention des violences faites aux femmes et aux filles. Et donc, ça m'oblige à vous expliquer un peu notre analyse des violences, le fonctionnement de pourquoi les violences faites aux femmes existent, et de faire le lien, en fait, les violences de genre, elles existent, les violences de genre, les violences faites aux femmes, les violences masculines, vous l'appelez comme vous voulez, elles existent parce qu'elles sont produites par l'organisation d'un rapport structurel de domination des hommes sur les femmes dans la société. Donc elles sont produites par un système de domination socialement organisé. Elles sont produites, donc bien sûr ce sont des individus ou des structures qui exercent les violences sur des personnes, mais il faut quelque chose qui explique pourquoi les violences de genre, elles sont en majorité commises, 95% des cas, par des hommes sur des femmes. Et ce qui explique ça, c'est ce système d'inégalité de pouvoir organisé. Et donc, ces inégalités, ce rapport de domination produit les violences, mais les violences, en même temps, permettent d'entériner ce rapport de domination. Donc c'est une double articulation. Et comprendre cette complexité-là, si je fais ce détour-là aussi, c'est pour vous permettre de comprendre que pour agir, pour prévenir les violences faites aux femmes et aux filles, il faut agir en fait sur le système d'inégalité, sur les inégalités elles-mêmes. Et donc c'est ça qui nous amène à travailler sur la question des espaces publics et à toucher aux questions d'aménagement du territoire et d'animation de qu'est-ce qui se passe dans ces espaces publics. Et donc les inégalités dans les espaces publics, elles sont... la littérature étaye 3 grands facteurs d'inégalité dans ces espaces. La question de la précarité économique, donc comme Apolline Brinken le disait, les femmes sont surreprésentées parmi les personnes vivant sous le seuil de pauvreté et sont aussi elles sont surreprésentées parmi les personnes vivant sous le seuil de pauvreté et sont aussi n'ont pas accès à la propriété. Elles sont sous-représentées parmi les personnes
propriétaires, notamment de biens immobiliers. Et donc, avoir ça en tête, c'est comprendre que la marchandisation des espaces publics, c'est-à-dire par exemple l'extension de terrasses commerciales, de bars, etc., avec à contrario peu de présence de bancs, peu de présence de tables de pique-nique, en fait c'est quelque chose qui va en particulier avoir des conséquences sur la présence, les usages des femmes dans les espaces publics. Le fait d'augmenter le prix des transports publics ou le fait même qu'il y ait un prix au transport public, c'est quelque chose qui a particulièrement des effets sur les déplacements des femmes dans l'espace public. La division, donc un autre facteur d'inégalité dans l'espace public, c'est la division, on en a aussi parlé dans l'intervention précédente, la division genrée du travail domestique et du travail du soin, donc qui reste majoritairement, majoritairement pris en charge par les femmes. Si on ne prend pas en considération, donc on a effectivement, il y a une construction historique de l'espace privé domestique et de l'espace public, mais il faut bien avoir en tête que dans l'espace public, dans les rues, au travail, dans les administrations, dans tous les espaces qui puissent exister, publics, semi-publics, semi-privés, privés, voilà. On sait que c'est un long continuum, c'est pas... Voilà. En fait, dans tous les espaces, il y a un travail du soin qui est fait. Donc les espaces publics, c'est aussi un lieu de travail où s'effectuent les tâches du travail domestique. Ce travail, il est très fort, il repose encore très très fort, je le dis, sur les épaules des femmes, mais aussi très très fort dans la sphère intime, c'est-à-dire il est très peu sociabilisé, il est très peu collectivisé, alors que les aménagements pourraient favoriser un partage plus égalitaire dans l'espace public. Et donc, si on prend en considération ce travail-là, on comprend aussi que s'il y a des zones de conflit dans l'espace public, par exemple, entre différents usages, je prends l'exemple d'une plaine de jeu et de la circulation routière. Si on n'intervient pas plutôt sur la circulation routière, il s'agit moins de créer des grands grillages autour des espaces de jeu, mais de plutôt intervenir sur la circulation dans laquelle je prends. Si on ne pense pas comment ces espaces s'articulent entre eux, en fait, les femmes qui vont accompagner les enfants, puisque ce sont majoritairement elles, sur les terrains de jeu, ne vont avoir que le choix de passer leur temps à surveiller les enfants. Alors que s'il y a un aménagement, prend en considération les choses et permet d'alléger cette crainte ou ce risque d'un accident, les femmes ont la disponibilité, ont la possibilité d'utiliser l'espace autrement, pour aussi se détendre, pour aussi s'amuser, pour aussi se flâner, etc. Un autre facteur d'inégalité, c'est bien sûr la question des violences de genre. Je disais, c'est à la fois quelque chose qui produit les inégalités, c'est à la fois quelque chose qui renforce les inégalités et à la fois le fruit des inégalités. Donc il y a effectivement, donc à Garance, on insiste beaucoup pour dire que les violences, comment dire, on ne va pas hiérarchiser les choses, mais les atteintes à l'intégrité physique ou les violences comme les meurtres des femmes ont lieu majoritairement dans l'espace privé de la part de personnes que les femmes connaissent. On insiste là-dessus parce qu'il y a une vision de l'espace public comme particulièrement dangereux au lieu de zone de non-droit pour les femmes, mais en fait c'est quelque part masquer le fait que les violences masculines, elles ont surtout lieu de la part d'individus connus dans l'espace de la maison ou sur les lieux de travail, par exemple. Et donc, mais bon, donc il y a aussi des violences qui se produisent dans l'espace public, mais on insiste donc sur surtout le sentiment d'insécurité.
Donc, le sentiment d'insécurité, c'est justement cette construction d'espace public comme une zone de non-droit pour les femmes. Et donc, il me suffit que l'une d'entre nous ait été agressée dans l'espace public pour qu'on ait toutes peur d'être agressée dans l'espace public. Il y a d'autres explications à ce sentiment d'insécurité qui n'est pas en fait totalement corrélé à un risque d'être agressé dans l'espace public. On sait que les femmes sont celles qui ont, les femmes âgées sont celles de plus de 55 ans, sont celles qui ont le plus peur d'être agressées dans l'espace public, alors que ce sont celles qui sont le moins à risque d'être agressées dans l'espace public physiquement, tandis que les hommes jeunes entre 20 et 30 ans sont ceux qui ont le moins peur d'être agressés dans l'espace public, alors que ce sont ceux qui sont le plus agressés physiquement dans l'espace public. Donc, nous, on veut travailler sur ce sentiment d'insécurité et on comprend qu'il est lié non seulement aux agressions verbales et physiques, au harcèlement dans l'espace public, qui crée un climat menaçant et qui rappelle à toutes les femmes qui dit aux femmes que c'est pas, qu'elles n'ont pas leur place dans cet espace. Il y a, comme je le disais, le fait que, comme les violences sont structurelles, il suffit que l'une d'entre nous ait vécu quelque chose pour qu'on y ait toute peur, parce qu'on comprend que nos destins sont liés. Il y a le fait qu'on nous a bien mis dans la tête que après une certaine heure, on se met en danger quand on entre dans l'espace. Donc il y a vraiment une construction de cet ordre-là. Si on marche dans la rue le soir alors que c'est pas éclairé, on se met en danger. Et je répète, alors que c'est pas le cas forcément. On nous a aussi appris qu'en fait, si un danger arrivait, on n'aurait pas les moyens de se défendre nous-mêmes. Donc ça, c'est aussi une partie des activités de garance, l'empowerment. Oui, on peut se défendre. Il y a toute la culture du viol qui, voilà, il suffit. Même si rien nous est arrivé, on a très peur que ça nous arrive et on a aussi très peur d'être culpabilisé de ce qui aurait pu nous arriver. Donc, tout ceci, ça a des conséquences sur la présence, les usages et les déplacements des femmes et des filles dans les espaces publics. Et donc là, j'ai juste pris une petite photo pour vous donner un exemple. On peut se poser la question, en observant ce banc, de se poser, qu'on soit habitante, qu'on soit usagère de l'espace, ou qu'on soit architecte ou travailleur dans l'urbanisme, qui va s'y asseoir sur ce banc, pour faire quoi, à quelle heure, voilà. Et puis on se pose la question dans un deuxième temps, qui est-ce qu'on voudrait qui puisse s'asseoir sur ce banc, pour y faire quoi et à quelle heure. Et alors là, on commence à penser comment aménager ce banc, et si on pense, comment une femme de plus de 55 ans, moi, ma grand-mère, elle ne sait pas s'asseoir sur ce banc. Voilà. Ça, c'est impossible. Il est beaucoup trop haut, il est dans un matériau qui ne va pas, et elle peut se casser la gueule là, dans la boue avant d'y arriver. Alors, projet, donc nous, pour agir, notre champ d'action sur la question des espaces publics, ça va être de soutenir la participation des femmes et des filles aux questions d'aménagement et de qu'est-ce qu'on fait dans l'espace public, mais aussi de soutenir la réappropriation collective de ces espaces. Et je vais vous expliquer plus concrètement ce que c'est juste après. Mais donc ici, vous voyez, on a 4 rapports qui sont disponibles en ligne, qui correspondent chacun à des projets différents. Moi, j'ai travaillé donc mes collègues en 2012 déjà travaillaient sur l'espace public, genre et sentiment d'insécurité. C'est disponible en ligne, il y a plein de recommandations, il y a plein de bonnes idées. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Moi, j'ai travaillé avec ma collègue Laura Chaumont sur le projet Femmes au parc. Puisque voilà, le parc, c'est cet espace qui est censé être un espace de loisir, un espace de repos, de flânerie, qui y a accès, qui peut vraiment se reposer, s'asseoir au parc avec un bouquin sans être embêté, par exemple.
Ma collègue Laura Chambon travaille sur un projet à Namur et moi j'ai travaillé sur deux projets dans les Marolles et donc j'y viens. Et donc oui, j'entends que j'ai été invitée pour parler en particulier des Marolles et que ça intéresse en particulier. C'est aussi un quartier dans lequel il y a une grande histoire de lutte sociale et qu'il faut vraiment connaître. Voilà, moi je ne peux pas vous l'expliquer, mais voilà, on doit connaître cette histoire, je pense. Moi, je vais quand même dire, je parle des Marolles parce que c'est le projet sur lequel j'ai travaillé, donc comme expérience concrète. C'est pas pour mettre les projecteurs sur ce quartier en particulier, puisque tout ce que je vais vous dire peut être appliqué à tous les quartiers de la ville de Bruxelles, de la région bruxelloise et du pays. Donc je regarde juste si je vous dis tout ce que je peux dire. Oui, je vais quand même faire un petit mot pour, avant ça, je vous parle de ces projets différents. Il faut savoir que le projet Espace Public à Garance, c'est quand même un projet qu'on doit vraiment être militante et engagée pour le tenir. On n'a pas de fonds structurels pour le projet, donc il peut souffrir à n'importe quel moment d'interruption. Et donc c'est aussi très compliqué pour la continuité des interventions. Et donc ça, c'est juste pour partager la réalité du terrain. Donc ce projet dans les Marolles, que j'ai appelé Marolles 1, c'est effectivement 10 marches exploratoires dans le quartier des Marolles, avec le soutien de la cellule Égalité des chances de la ville de Bruxelles. J'ai marqué 10 marches exploratoires féministes. J'ai souligné le terme féministe parce qu'on y tient. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sont pas des marches exploratoires où on fait de la simple observation. C'est vraiment des marches exploratoires à visée de transformation sociale et aussi féministes dans quel sens? C'est-à-dire c'est des marches dont le public cible, on vise des publics de groupes socialement dominés. Voilà. On pourra revenir sur la question des activités en mixité, mais je vais quand même le souligner. Et donc ce projet dans les Marolles, il me permet de vous introduire les marches exploratoires, qui est notre outil, un outil de base qu'on utilise pour la participation des femmes et des filles à la question des espaces publics. Donc, tout d'abord, les marches exploratoires. Attends, je vais vous mettre une photo comme ça. Voilà, là, c'est un moment des marches exploratoires. Vous voyez, c'est une des marches dans les Marolles. Vous voyez qu'on s'arrête sur une place avec un terrain de jeu voilà, dans lequel on a d'autres choix que de faire du basket ou du football, et bien quadrillé, avec très peu de contact entre l'intérieur et l'extérieur, et pas grand-chose qui est proposé autour du terrain de jeu non plus. Donc on discute de tout ça, on marche aussi. Voilà, ici vous avez une représentation des 10 marches qu'on a fait dans les Marolles. Donc, comme vous voyez, souvent il y a des personnes qui me disent est-ce que je dois mettre des chaussures en particulier. En fait, vous voyez, on ne marche pas très loin dans une marche exploratoire, puisque le but c'est vraiment d'observer l'espace. Donc une marche, par exemple si je pense là, celle-là elle a duré 1h30. C'est possible, les marches exploratoires, c'est qu'on marche, mais c'est aussi possible de rester statique. Par exemple, on peut se mettre au milieu de la place du jeu de balle et observer la place du jeu de balle et échanger autour de la place du jeu de balle, et c'est aussi plus inclusif pour les personnes à mobilité réduite. Et donc, un des premiers objectifs, c'est une réappropriation collective de l'espace public. Ce que ça veut dire, c'est qu'on marche ensemble dans la rue et on prend le temps. Je peux vous dire que ça arrive souvent qu'on nous interpelle. Ça arrive souvent que les gens autour se demandent qu'est-ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que ce groupe de femmes est en train de faire, à prendre son temps dans cet espace à son aise et à discuter entre elles. Donc parfois, donc ça interpelle, ça crée déjà des questionnements dans l'espace. Donc ça c'est déjà intéressant, mais aussi ça nous renforce collectivement. Je prends un exemple. Dans les marches exploratoires, lors de l'une des marches qui était faite avec un groupe qui avait une activité dans un bâtiment des Marolles. Voilà. Elles ont une activité dans un bâtiment. On descend du bâtiment. À droite, on descend du bâtiment. En face de nous, il y a un mur. Okay. À droite, on va à droite, on rejoint
la voie publique, avec beaucoup de passages, beaucoup de mouvements. On va à gauche, donc ça c'est le mur, on va à gauche, on se retrouve avec un autre mur et une ruelle qui passe le long du bâtiment sur la gauche. Sauf que quand on descend du bâtiment avec l'activité et qu'on ne va pas à droite, on ne sait pas ce qu'il y a dans la ruelle à gauche, parce qu'on ne voit pas, on ne sait pas où mène cette ruelle. Et en fait, il y a beaucoup de ruelles comme ça, et généralement, c'est des raccourcis. Donc généralement, c'est des ruelles qui permettent d'aller plus vite. Voilà. Sauf qu'on s'est rendu compte avec ce groupe de participants qu'en fait, très peu avaient déjà emprunté cette ruelle sur le côté, donc, alors qu'elles allaient toutes les semaines à leur activité. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la ruelle ensemble. Donc ça, c'est aussi cette démarche de réappropriation collective, c'est allons dans les endroits, prenons conscience du fait qu'on évite certains endroits, parce qu'en fait, on n'en a pas forcément conscience, c'est des stratégies inconscientes, c'est des trucs bien ancrés. Donc déjà, on prend conscience de « Ah, il y a une ruelle que je n'ai jamais empruntée », et en plus, on la réinvestit, on y va ensemble, et on voit où elle mène ensemble. Et donc ça étend les champs des représentations, et on se représente mieux notre espace, et on sait mieux comment on peut circuler dans cet espace. Et donc on voit bien que c'est pas qu'il faut mettre une caméra, un miroir, une direction, etc. C'est aussi se réapproprier collectivement l'espace permet aussi d'agir sur le sentiment d'insécurité et permet de favoriser la présence des femmes et des filles dans l'espace. Et surtout dans un endroit où on ne les attend pas. Un autre effet des marches exploratoires, c'est qu'on prend le temps, comme je disais, de prendre conscience de la façon dont on exploite l'espace. Donc généralement, c'est les marches exploratoires, enfin, c'est vraiment vraiment ce sur quoi on essaie d'insister, c'est qu'elles doivent être, les participantes sont des personnes qui habitent l'espace, qui habitent le quartier, qui habitent la rue qu'on va traverser, ou au moins le quartier, ou qui sont usagères de certains services dans le quartier. Pourquoi c'est très important? C'est parce que ce ne sont pas des marches, ce ne sont pas des visites touristiques, ce ne sont pas des visites guidées, ce ne sont pas non plus l'occasion d'aller dans un quartier qu'on ne connaît pas. Je le dis parce qu'on a par exemple une demande, enfin, je pense à une demande en particulier, mais on en a souvent, de travailleuses dans la zone de Schumann qui nous demandent si on ne peut pas faire une marche, si elles ne peuvent pas avoir une marche exploratoire à Molenbeek. Et donc, nous, c'est pas du tout l'idée de la démarche des marches exploratoires. Les marches exploratoires, féministes, elles sont là pour permettre aux personnes qui connaissent l'espace de se réapproprier l'espace connu. Et donc, on va plutôt répondre, mais en fait, faisons une marche exploratoire à partir de votre lieu de travail, dans le quartier, et prenons conscience de la façon dont vous utilisez un espace que vous connaissez, là où vous êtes. Pourquoi c'est super important? Parce qu'il faut vraiment avoir en tête que ce travail-là peut être fait partout à Bruxelles, partout en Belgique. Voilà, il n'y a pas des zones en particulier à observer et à aménager d'une certaine façon. Et donc, je disais, dans ces marches exploratoires, on prend conscience de la façon dont on utilise l'espace, on fait appel à nos sens. Qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe? On échange là-dessus. Qui est là? Qu'est-ce que la personne fait? Donc on se pose toute une série de questions comme ça et on échange autour de ça, et on échange aussi sur on valorise en fait l'expertise des habitantes et des participantes de l'espace. C'est-à-dire, si je témoigne du fait que passer cette rue avec la poussette tous les jours, c'est galère, ça a une valeur. Ce témoignage-là, ce vécu-là a une valeur et doit pouvoir être entendu quand on pense la façon d'aménager l'espace. Si je dis que, tiens, cette rue, je ne l'ai jamais empruntée, pourtant elle est à 2 pas de chez moi, ça a une valeur, ça a un intérêt. Donc valoriser l'expertise et sortir de l'idée d'une ville uniquement construite par des experts, surtout des experts, des techniciens, des techniciennes. La construction de la ville, ça a aussi une dimension sociale.
Et troisièmement, l'idée de ces marches exploratoires, c'est de traduire tous les échanges qu'ils ont faits en pouvoir d'action. Nous avons collectivement un pouvoir d'agir sur cette ville. Donc, quelles sont nos recommandations, quelles sont nos revendications? Et pas mal de revendications sont retrouvées dans le rapport disponible en ligne du premier projet dans les Marolles. Donc, vous pouvez aussi le consulter. Voilà. Ça, c'est une photo du projet Femmes au Parc, parce que donc c'est non seulement se poser la question sur les aménagements, le banc, la lumière. Oui, ça je dois vous dire. Donc quand je parlais de ce sentiment d'insécurité, on a identifié plusieurs facteurs. En faisant une revue de la littérature, on a identifié plusieurs facteurs d'aménagement qui agissent sur le sentiment d'insécurité. Donc typiquement, il y a savoir où on va et savoir où on est. Il y a la question de la transparence, la visibilité, pouvoir voir assez loin. Je prends un exemple typique, les panneaux publicitaires. C'est quelque chose d'assez énorme dans l'espace public qui cache la vue et qui empêche de voir ce qui arrive, même si rien n'arrive, pour être rassuré. Cette question de la visibilité est importante et en plus, les panneaux publicitaires, généralement, sont aussi remplis de représentations de femmes, objets qui, en fait, de façon inconsciente aussi, nous mettent dans la tête qu'on est là pour plaire, on doit être des femmes parfaites selon la société actuelle. Un autre facteur, c'est d'aménagement qui agit sur ce sentiment d'insécurité, c'est l'éclairage. La capacité d'entendre et d'être entendu, la possibilité d'obtenir du secours, donc par exemple le fait que est-ce qu'il y a une présence sociale ou pas forcément un poste de police à 5 minutes, mais est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'on peut m'entendre? L'accessibilité, donc est-ce que je peux circuler librement? Dans quelle matière sont faits le sol? Est-ce que le sol est bien entretenu? Est-ce que je peux trébucher à n'importe quel moment ou pas? Qui est là? Qu'est-ce que les personnes font? La propreté, le sentiment que cet espace est fait pour moi ou pas? Est-ce que cet espace est pensé pour moi? Est-ce qu'il m'accueille? Pensé en fonction de mes besoins. Et aussi, est-ce que cet espace est monofonctionnel ou pas? Est-ce que j'ai seulement le choix? C'est possible de construire des terrains de jeu beaucoup plus plurifonctionnels, beaucoup plus adaptables, avec beaucoup plus aménageables en fonction de la volonté des personnes qui l'exploitent. Donc ça, on pourra y revenir dans les questions si vous voulez, mais donc il n'y a pas seulement la question de l'aménagement, avec les critères dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi la question de la présence et de qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est proposé aux femmes et aux filles dans l'espace public. Et donc, on anime aussi, dans le projet Femmes au Parc, des activités en non-mixité pour les femmes. On a fait de la capoeira, on a fait du foot, on a fait du vélo, on a fait plusieurs activités. Voilà, on pourra en discuter parce qu'il y a des choses, je pourrais vous témoigner de choses intéressantes qui se sont passées au cours de cette activité et qui créent de la discussion à même la ville. Voilà, qui crée de la discussion, comme je le disais tantôt, c'est quoi ce groupe de femmes qui se réunit entre elles? Ça crée de la discussion, ça crée du questionnement, ça crée du trouble dans l'espace. Alors, le deuxième projet dans les Marolles, je vais terminer là-dessus, je ne sais pas si ça va. C'est un peu juste, il faut le dire assez rapidement. D'accord. Bon, ben, le deuxième projet, c'est... il a eu lieu entre, j'ai noté ici, octobre 2019 et mai 2020. Bon, il s'est entre guillemets arrêté en mars 2020 pour vous savez quoi. Donc c'est une intervention de 4 mois avec l'idée d'intégrer le genre et la participation des femmes dans la phase d'exécution du contrat de quartier Marolles. On peut revenir dans les questions. C'est en fait pour nous une intervention très modeste, puisque c'est très court dans le temps, mais de compréhension de comment fonctionne le contrat de quartier et quelles sont les limites à la participation citoyenne dans le dispositif du contrat de quartier. On a rédigé une feuille de route
en libre accès aussi, de propositions méthodologiques pour favoriser la participation des femmes et des filles dans la construction d'un quartier, puisque pour nous c'est super important parce que quand on disait le pouvoir d'action, le pouvoir d'agir, je pense qu'on a toujours un pouvoir collectif d'action, mais c'est clair que c'est plus facile en termes d'aménagement quand il y a un projet d'aménagement et de réaménagement, quand il y a une petite ouverture. Et donc les contrats de quartier, ça peut être une opportunité à investir à ce moment-là. Voilà, je conclus sur le fait que mais un peu comme Apolline Michael le disait aussi, une ville par et pour les femmes, c'est une ville plus accessible pour tout le monde, en fait, pour toutes et tous. Et c'est aussi une façon de lutter préventivement contre les violences faites aux femmes dans les espaces publics. Voilà, merci. Vous avez dit fait pas mal d'écho dans l'article. Et en fait, je me demandais si vous aviez, lors de vos marches, vous aviez identifié des conditions qui, en étant réunies, allaient clairement à l'encontre des femmes, et notamment à la culture du viol. Je pense tout simplement aux gays qui sont pipis dans les coins ou dans les buissons. Est-ce que vous avez identifié des paramètres qui encouragent dans cette direction-là ou qui, justement, restreignent cette impunité? Très concrètement, même les hommes n'ont pas trop envie d'utiliser les violences. Je ne sais pas si ça répond tout à la question, mais donc effectivement, la question des toilettes publiques, c'est une grosse question. En fait, donc, que ce soit dans les buissons, mais en fait, les urinoirs, ça crée des espaces des zones non exploitées, d'évitement, de trajets, et voilà, vues notamment. Et donc, c'est clair que nous, on lutte, un des mantras, c'est des toilettes publiques, gratuites, bien entretenues, accessibles, qui aussi, comme on disait, qui font entre la nécessité et entre la transformation sociale, c'est-à-dire qui soit soit mixte, mais qui pense à toutes les choses auxquelles il faut penser pour faire des toilettes mixtes, ou qui alternent entre toilettes mixtes et non mixtes. Donc ça, c'est un aménagement. C'est incroyable, il n'y a pas de toilettes publiques accessibles dans les villes, dans la ville de Bruxelles, dans la région bruxelloise en tout cas, où celles qui sont là et qui sont accessibles pour les femmes sont payantes. Et sont généralement, ces toilettes qui se lavent elles-mêmes sont en panne assez régulièrement aussi. Donc voilà, ça c'est un impensé. Enfin, c'est pas que c'est un impensé majeur parce que de nouveau, c'est quelque chose que le mouvement féministe et les femmes, quand on les entend, tapent sur le bâton. Donc c'est vraiment une non-volonté de changer les choses. Et il y a une association à Caen qui s'appelle Place Axi, qui fait un travail qui montre comment la question des toilettes publiques, elle est liée à la question de la présence des femmes dans les espaces publics et de leur portée politique. Vous avez dit très justement que la sensation d'insécurité n'était pas toujours objective. Elle était parfois l'inverse de la réalité. Moi, j'en veux pour preuve que trop souvent, par exemple, certains quartiers, parce que ce sont des quartiers populaires, sont vécus comme des quartiers insécures, comme les Merolles, par exemple. On y habitait pendant de nombreuses années, des années qui sont probablement parmi les quartiers les moins insécures, parce qu'il y a une présence un peu partout, bref. Mais aussi, il y a des endroits comme par exemple le parc du Parlement européen, qui est considéré comme un endroit insécure, et c'est probablement aussi parce qu'il est, comment dirais-je, le Parlement essaie de le privatiser, alors que c'est un parc public qui est éclairé la nuit, qui est ouvert tout le temps, contrairement à de nombreux parcs qui sont éclairés la nuit, mais il est vu comme un endroit insécure, alors qu'il ne l'est absolument pas. Et du coup, le fait que les
une politique de familiarisation des lieux et de déconstruction aussi de l'insécurité de certains endroits qui ne correspondent en rien à une réalité et qui est fabriquée de Oui, tout à fait. Ben, c'est vraiment la démarche exploratoire, mais c'est de le faire pas dans une dimension individuelle. Ah, il faut que je sois courageux, je disais, mais dans une dimension collective, dans une réappropriation collective. C'est aussi une démarche féministe, hein, de faire les choses ensemble. C'est une voie d'action, c'est une manière aussi d'effectivement lutter contre ce sentiment d'insécurité. Bonjour, je travaille justement dans le cadre du contrat de Catherine Marolle, dans les réaménagements des 5 rues. Et malheureusement, je n'ai découvert votre travail que la semaine dernière, vu que c'est un changement de dossier. Et justement, on aura une présentation aux habitants pour vulnérables de coopération de différents scénarios de réaménagement. Et en fait, j'aimerais juste savoir si vous avez un retour, par exemple, de comment est-ce que c'est perçu des rues piétonnes la nuit, par exemple, surtout dans un quartier comme les Marolles, ou bien des zones résidentielles, vu que forcément il y aura des passages automobiles. Comment est-ce que finalement sont perçus ces espaces par des femmes en fait? Enfin, on peut se dire finalement qu'il y a moins de circulation. Est-ce qu'on se sent plus sécure ou pas? Juste pour connaître si vous avez des expériences à ce sujet. Non, moi je ne pourrais pas me prononcer sur cette question-là. Surtout, comme je le disais, nos interventions là dans le quartier de Marolle, elles ont été très ponctuelles. On a eu 10 marches exploratoires, plus quelques mois de consultance. Et malheureusement, nous, ça ne nous permet pas ça ne nous a pas permis de complètement avoir une parole des femmes et de pouvoir la transmettre. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'on a besoin d'une intervention en longueur, on a besoin d'être là longtemps et on a surtout besoin d'être là en amont parce que là, dans le contrat de quartier, quasi tout a été déjà ficelé sur la question des rues piétonnes vs les rues avec passage de voitures. De façon... Je ne sais pas si ça agit sur le sentiment d'insécurité ou de sécurité des femmes de façon générale, mais ce sont des espaces plus sécures en termes de mobilité.